Un jour, une vie sur Radio Fidélité, une émission de Jean-Marie Roussière, avec comme invité aujourd'hui le paysan aux légendes, Patrick Lefebvre. Patrick Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Radio Fidélité. Patrick Lefebvre, eh bien, c'est tout simplement un homme de la campagne et une enfance à la ferme avec ses parents. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette vie du passé avec vos parents, en pleine campagne? Oui, j'habite en pleine campagne, sur le petit village, la commune de Frosset, dans un petit hameau qui s'appelle la Poitevinière. C'est Pays de Ré, hein, c'est le Pays de Ré. Pays de Ré, bien sûr, hein, au cœur du Pays de Ré, à Frosset, c'est en bord de Loire, malgré tout. Et puis, isolé de tout, c'est un hameau où il y a deux feux, deux paysans qui y travaillent. Donc j'ai mon voisin et mes parents qui sont à la ferme. Je suis né dans cette ferme également en 1959. Oui. Et donc j'ai été élevé bien sûr au rythme des traites de vaches, des saisons des foins, des fourrages et autres. Donc ça a été bien sûr mon enfance. Ouais. Vous avez une jeunesse heureuse, insouciante? Ah oui, très heureuse, parce qu'on j'avais donc on était 4 enfants. Oui. Hein, juste les voisins, le voisinage le plus proche, il y avait également 5 enfants. Donc on a vécu absolument en pleine insouciance, très très heureux, très très entouré, avec une vie familiale. Et en plus, il y avait donc nos parents qui étaient dans la maison, bien sûr. Mais il y avait aussi tous les grands-parents. J'ai connu un petit peu mon grand-père, ma grand-mère. Ah, c'est bien. 3 tantes. Ah oui. Et oui, donc on était 9 ici, dans la maison où on vivait, Ouais. qui nous semblait immense, vu de notre petite taille, mais qui était toute petite. Quand on la voit maintenant, je me dis, c'est pas possible qu'on a pu vivre aussi nombreux dans une petite pièce comme ça, une petite cuisine. Il y avait une cuisinière, il y avait une cheminée, il y avait un petit endroit où on faisait le beurre, mais c'est fou quand on voit ça maintenant. Je dis, c'est pas possible. C'était l'époque. Mais c'était l'époque, puis on était heureux, Eh bien oui. sûr. Vous aviez déjà à l'époque, on va parler actuel, le virus de la nature. Oui, parce que nous, on a été élevés comme ça. C'est les valeurs que nous ont inculquées nos parents. Bien sûr, c'est la nature, c'est des choses simples. Oui. Donc, et ça l'est toujours. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec la vie qu'on vit actuellement, c'est évident. Vous êtes un homme simple. Oui, complètement. Oui, moi, j'adore tout ce qui est simple. Je m'émerveille devant une petite chose, un coucher de soleil, un lever du jour, les animaux, la nature, les arbres, un arbre qui bourgeonne. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Les animaux, bien sûr, évidemment, parce que c'est ma vie maintenant. Mais la moindre chose m'émerveille, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui travaillent avec nous. N'ayez pas des yeux, ayez des appareils photo. Il faut tout photographier, les instants qu'on vit, les choses simples, et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Ah, c'est joli, ça. Ah oui, et n'ayez pas des yeux, ayez des appareils photo. C'est une belle expression. Dites-moi, vous avez passé un bac pro, et puis après vous êtes parti à Briassé. Briassé, c'est donc un lycée agricole, c'est ça, Ouais. dans le vignoble nantais. Oui, absolument, donc au Landreau exactement, en plein cœur du vignoble nantais. Un endroit également nature, par excellence. Oui, oui. Très très belle et très très belle école. Très très bons souvenirs avec des professeurs très compétents, et puis une très bonne ambiance. Donc là aussi, on était dans un endroit un peu isolé. Très bonne ambiance avec les camarades, évidemment, et j'en ai de très 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 bons souvenirs. Alors on apprend quoi? Quelque chose de particulier à cette école de Briassé? Alors j'ai passé un bac BTAG à l'époque, donc brevet technicien agricole général. Donc avec une culture générale, bien sûr, les mathématiques, le français, la philosophie, tout ce que vous voulez. Mais en plus, bien sûr, Voilà, c'est quoi le plus? Alors le plus, c'était tout ce qui était biologie animale, biologie végétale, la physique, la chimie, enfin tout ce qui concerne, évidemment, tout ce qui concerne la Terre pour nous. Et puis on avait un professeur qui s'appelait Monsieur Chassin, j'en garde un souvenir, qui est décédé depuis, bien sûr, mais qui nous a appris à reconnaître les plantes sauvages, c'était un passionné. Il était un photographe orné. Il était quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai appris à connaître plein d'arbres qui poussent dans la nature. Évidemment, les fleurs qui poussent dans la nature. Et j'ai gardé ça, et j'en parle souvent autour de moi maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc toujours pareil, on en revient toujours à ce côté nature, à ce côté simple des choses.
Alors, en 1977, vous reprenez la ferme de vos parents. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai passé mon bac en 77, mais après j'ai fait quand même un an d'armée, parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à l'armée là? À l'armée, j'étais dans le matériel, tout simplement. Donc j'ai fait mes classes à Châteauroux. J'ai fait 4 mois de classe où on en a bien bavé quand même. On a appris ce que c'était aussi le respect, ça c'est important. Et puis j'ai fini à Caen 8 mois. Et à la sortie de l'armée, donc j'étais à même d'aller aussi en faire un BTS à La Roche-sur-Yon. Et puis je ne suis pas allé parce que mon père est arrivé en retraite, il avait 60 ans. Il était assez fatigué, assez usé. Il avait beaucoup travaillé également physiquement. Donc je me suis dit c'est bon, je vais reprendre la suite, et donc j'ai pas été faire mon BTS à La Roche-sur-Yon. Je me suis installé tout simplement. Ils vous ont pas forcé à reprendre la ferme? Non, non, pas du tout. Non. Absolument pas, non. Mais je me disais que c'était dommage que quelque chose comme ça arrêtait. Ouais. Et bon, nous, on a beaucoup travaillé également avec mes parents étant très jeunes, donc à la ferme. À la 10 ans, on était à couper les choux, on plantait les choux l'été pendant les vacances. On désherbait également à la main à l'époque. On enlevait tout ce qui est les mauvaises herbes qui poussaient dans les champs. Et puis, donc, on faisait les foins, bien sûr. On aidait beaucoup nos parents. Très petits, on enlevait le fumier dans les étables parce que les vaches étaient à la tâche. Donc on enlevait les fumiers, on mettait la paille, on faisait tout à la main. On ramenait les balais de betteraves, aller avec notre force de 10 ans, 10, 11 ans, 12 ans avec mon frère. Donc ça vous a marqué. Ça m'a marqué. Puis je me suis dit non, je vais les aider. Puis j'ai pris la suite donc en 1980 exactement. Mais c'était quelque chose d'important comme ça. Il y avait que combien d'hectares et combien de vaches? Non, c'était une ferme tout à fait à taille humaine de l'époque. Il y avait une trentaine d'hectares, 32 hectares exactement. On avait un quota laitier qui n'était pas très élevé, qui représentait 130 et quelques millilitres de lait. Oui. Mais par contre, les vaches étaient on travaillait avec une petite treilleuse pour suspendu. Le lait était mis dans il n'y avait pas de tank au tout début. On mettait ça dans des bidons qui étaient réfrigérés dans un espace spécial. Et puis le laitier venait et chargeait les bidons au début à la main. Ouais. Après, en 80, quand je me suis installé, on a construit une salle de traite. Et puis, donc là, le lait allait directement dans un tank où la laiterie venait chercher avec une citerne. C'était déjà un peu plus moderne, mais c'était en 80. Mais après, c'est vrai que les choses maintenant ont beaucoup évolué. Maintenant, il y a des fermes de 100, 200, 300 hectares avec des 1 million de litres de quota laitier. Ça arrive très couramment. C'est bien, c'est pas bien, ça. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bien? Je suis pas sûr que ça soit mieux. Après, voilà, il n'y a pas le choix. Il y a telle pression économique, il faut toujours avancer, et c'est un peu une obligation, quoi. Alors, un gros problème en 1980 avec les quotas laitiers. Alors c'est ça, il y a eu des quotas laitiers suite à l'installation en 80, donc en 83 quotas laitiers avec un quota faible, impossibilité de dépasser le quota, et puis un revenu qui était dans les années 85-86. C'était sous De Gaulle, non, pas du tout. Ah non, c'était sous Mitterrand à l'époque, c'est ça, en 1981, son élection. De Gaulle, c'était le remembrement, c'est ça, je pense. Alors, De Gaulle, c'était lui bien avant, c'était en 69. Oui. Ah oui, forcément. Bien avant. Donc, c'était un gros coup pour vous, les quotas laitiers. Oui, parce qu'on n'avait pas de revenus suffisants pour pouvoir rester donc à la ferme. Donc, on avait, pour donner une idée, en 85-86, un revenu qui était en francs à l'époque entre 30 et 50 000 francs par an. Autrement dit, ça faisait à peu près, en euros, si je ne dis pas de bêtises, ça faisait à peu près 6 000 euros par an pour vivre. Oh là là. Donc c'était assez compliqué. Donc ma femme travaillait malgré tout à l'extérieur. Mais il fallait absolument faire autre chose, diversifier donc la production pour pouvoir rester donc à la ferme. Alors vous faites quoi là après? Alors je cherche. Vous cherchez quoi? Tout ce qui pouvait se faire au niveau élevage. On est allé voir des choses de la lombriculture, des élevages d'escargots, des élevages de visons, des élevages de pigeons, de cailles, de perdrix, de faisans. Enfin, tout ce qui pouvait exister, même la lombriculture. Vous voyez, j'avais été voir un élevage à Saint-Joachim, donc au Nord-Loire, pour voir les gens qui mettaient du fumier, des sillons de fumier, et ils implantaient dedans des vers de terre pour faire du terreau. J'avais été voir tout ça, et puis ça nous a pas plu. On s'est dit non, c'est un peu compliqué. Et puis un jour,
En écoutant la radio, on est tombé sur quelqu'un je suis tombé sur quelqu'un qui était interviewé, qui était éleveur, qui venait d'entrer dans sa ferme des cerfs. Donc du cerf élaf, le grand cerf qui vit chez nous en France. Et je semais du maïs. J'avais également dans le tracteur, on avait la radio. Et je tombe sur ce monsieur. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Mais vous n'aviez pas de cerf dans votre environnement? Non. Il y a des forêts, là, mais... Oui, il y a du chevreuil. Et alors, comment on fait? Eh ben, j'ai pris aussitôt contact avec ce monsieur. J'ai retrouvé, donc j'avais pris son nom dans la poussière du tracteur. J'ai pris son nom, j'ai pris son adresse. En arrivant à la maison, tout de suite, je suis allé sur le Minitel. Ouais. J'ai trouvé son nom, j'ai trouvé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, j'ai dit, monsieur, j'aimerais vous rencontrer. Donc on a pris rendez-vous, je suis allé le voir très très vite aussitôt après. Et puis je lui ai posé des questions, je lui ai dit mais vos cerfs ils viennent d'où, comment vous avez fait, tout. Et il n'y avait aucune donnée économique, ni rien du tout. Mais je me suis dit c'est ça qu'on aura à la maison. Donc voilà, c'est parti. Ouais. J'ai trouvé un importateur hollandais. Et qu'est-ce qu'on en fait des cerfs? Alors moi je suis paysan, donc c'était dans un but de production. À l'époque, on consommait donc de la viande de gibier à Noël notamment, pour les fêtes de fin d'année, mais en fin de compte on en produisait peu. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette chose-là, et c'est pour ça qu'on a démarré avec cela. Ouais. Ça a amené la curiosité quand même. Alors voilà, le coin il n'est pas propice à ça. Il y a... Ah si, parce qu'il y a quand même, en Loire-Atlantique, il y a un endroit où il y a du cerf élaf, c'est la forêt du Gavre. Oui. Dans nos forêts, chez nous, au sud de la Loire, donc il y a la forêt de Cheméret, la forêt de Princé, où là c'est du chevreuil. Mais il y a très longtemps, il y avait beaucoup de cerfs un peu partout en France, y compris chez nous, et notamment du daim. Ouais. Il y avait énormément de daim également dans nos régions. Mais les gens, ils étaient curieux de voir ça quand même. Alors les gens, voilà, ça a provoqué la curiosité des gens, et ils se sont dit, sans arrêt, on était invités à montrer nos animaux, et on s'est dit pourquoi pas justement donc ouvrir au public et inviter les gens à venir nous voir. Alors, un jour une vie sur Radio Fidélité avec le paysan aux légendes, Patrick Lefeuvre. Patrick, alors les gens ils sont curieux, ils viennent voir les cerfs, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes avec votre épouse, qu'est-ce qui se passe? Alors ma femme a arrêté son travail en 1992 justement pour accueillir les gens. Ah ouais. Oui. Et là, il y avait autant de monde. Non, il y avait très peu de monde. On a vu dans un après-midi accueillir une seule personne. J'en ai un souvenir mémorable. Alors moi, ma femme accueillait les gens. On avait construit un petit accueil dans un des bâtiments de la ferme. Et puis je partais avec eux. On faisait une boucle. Je partais à pied en 1992. On faisait une boucle à peu près d'1 heure. On rencontrait les animaux, on parlait, on faisait un jeu également, et je parlais des daims tout simplement. Ouais. Et ça nous a plu. Ouais, on a accueilli à peu près 2700 personnes donc en été 1992. Et en 1993, on s'est dit on va améliorer, on va investir dans des voitures à cheval plutôt que de faire le circuit à pied, on va le faire avec les chevaux. Et on a commencé comme ça, on a continué comme ça en 93. Ouais, mais c'était gratuit, ça rapporte pas. Non, oui, à l'époque, non, mais on est parti complètement inconsciemment, on va dire. Mais à l'époque, on prenait c'était 6 francs, donc ça faisait 90 centimes d'euros l'entrée en 1992. Donc non, évidemment, mais c'était un premier pas. On avait une idée en tête, c'était de construire un parc. Ah. C'est ça qui était important, du fait que c'est quelque chose qui nous a plu. On sentait qu'on pouvait faire passer des messages. Oui. Et on s'est dit, on va continuer dans cette voie-là. Et on a rencontré Hubert Pacteau, c'est un Vendéen, donc de Chaland. Extraordinaire monsieur, un artiste, et qui, on savait, avait créé, donc avec Philippe de Villiers, notamment le chemin creux du Puy du Fou. Et on s'est dit, il faut qu'on rencontre ce monsieur. On avait à proximité de chez nous quelqu'un qui était originaire des Épaisses et qui connaissait bien ce monsieur, qui nous l'a fait rencontrer tout simplement. Et je suis allé le voir dans sa maison à Chaland. Et puis je lui parle du projet. Je dis, écoutez, on aimerait construire un parc avec les daims. On avait des daims à l'époque. Donc le daim est une espèce dans cette grande famille de cervidés.
Et je lui ai dit, j'aimerais bien parler des daims, mais retracer la vie disons, créer la relation ou montrer la relation qu'il y avait, qui était assez étroite entre les daims et les hommes au cours des âges. On va dire entre les cervidés et les hommes au cours des âges. Puis ce monsieur, il me regarde et puis il me dit, un paysan qui veut faire autre chose que produire de la viande, et ça m'intéresse. Écoutez, monsieur, je vais vous aider. Voilà comment ça a démarré. Miracle. C'est un miracle. Alors, on a construit des grottes. Il nous a fait un plan magnifique. On a construit des grottes préhistoriques. Il nous a fait un plan d'eau en forme de tête de daim. Ça a été la base du sentier des daims à l'époque. Bien connu pendant des années. Voilà, tout à fait, oui. Et puis, ce qui fait qu'on a continué comme cela. Et avec ce monsieur, donc on a construit une grande cascade également, dans laquelle actuellement se baignent des loutres. On a des loutres qui sont magnifiques et qui sont arrosées par cette cascade. Vous avez planté des arbres aussi, beaucoup. Beaucoup d'arbres, 15 000 arbres de plantés sur les 30 hectares. Ouais. 15 000 arbres, c'est beau ça. Ouais, on a planté 6 hectares de forêt, plus beaucoup de haies, Évidemment, pour les animaux, c'est important, hein, donc savoir si ça brille naturel et autres, pour la biodiversité, pour tout. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça revient à la mode. Hein. Et il faut. Oui. Il faut revenir à ces choses fondamentales, des choses simples, nature, mais il faut préserver l'environnement des animaux, bien sûr, et en préservant donc l'avenir des animaux, on préserve également notre avenir. Alors 2006, une rencontre qui va tout changer, mais vraiment tout changer, avec un homme qui s'appelle Christophe Dagobert. Oui, une rencontre également qui s'est faite tout à fait bizarrement. C'est un monsieur qui créait un spectacle, Cœur des Galernes, donc au château de Goulaine. Et on avait un ami commun qui venait chez nous avec des enfants visiter le parc du Sentier des Daims et qui faisait partie de ce spectacle, Cœur de Galerne, donc interprété, c'était joué un spectacle son et lumière en nocturne, donc au mois d'août, c'était en 2006. Oui. Et on est allé voir ce spectacle, qu'on a trouvé magnifique. Au château de Goulaine. Au château de Goulaine. Et puis Christophe donc, est venu avec une équipe de son entourage proche et avec notre ami commun Eric Iragne. Et ils sont venus nous voir. Et puis il est tombé amoureux de ce qu'on faisait. Du site. Oui, oui. Et avant de repartir, il a souhaité me rencontrer. Donc on s'est rencontrés tranquillement. Et puis il me dit, écoutez monsieur, est-ce que ça vous plairait que l'on fasse un spectacle pour Noël chez vous. J'ai dit, écoutez... Et c'est lui qui a proposé. Oui. Oui, il m'a dit, si vous voulez, je peux faire un spectacle chez vous. J'ai dit, écoutez, mais oui, mais on n'a pas de salle, on n'a pas grand-chose. Et puis on avait un préau qu'on avait fait pour accueillir les gens, pour que les gens puissent pique-niquer à l'abri en cas de mauvais temps, ou à l'ombre s'il y avait trop de soleil. Et puis, on va voir la salle de spectacle, ce préau, ouvert d'un côté. Il me dit, écoutez, moi, si vous voulez, je peux faire un spectacle pour Noël ici. Je dis, écoutez, mais vous savez ce que vous allez faire comme spectacle? Vous avez une idée? Ouais. On était en septembre de 2006. Il me dit non, mais j'ai le temps. Mais j'ai dit, attendez, mais c'est Noël, c'est dans 3 mois, là. Faut quand même... Il me dit, il n'y a pas de souci. Alors, on a dit, OK. On a fait un casting des animaux qu'on avait chez nous, des animaux domestiques que nous avions au niveau du parc, un dimanche après-midi. On les a fait monter sur un podium qu'on avait fait très rapidement. Et il s'est dit, tiens, tel animal, on avait pris un lama, on avait pris un petit cheval, on avait pris un cochon, on avait pris... Il a fait le scénario. Il a fait, et puis il s'est dit, je vais prendre ça et ça, et il a créé le Jardin Secret. Ah ouais. Ça a été un succès extraordinaire. Il a écrit en octobre. Ouais. Ça a été répété en décembre. Ouais. Et ça a été un succès extraordinaire. Ah, incroyable. Alors, avec des acteurs... Hein, Oui. Ouais. Mais c'était il avait disons, des comédiens très proches, des jeunes qu'il avait formés. Oui, des professionnels. À l'époque, c'était pas des professionnels. Non. Pas à l'époque. Après, oui. Maintenant, actuellement, il travaille avec des professionnels. Mais à l'époque, non. Hein. Mais c'était quelqu'un, bien sûr, qui est un très bon professionnel, très belle plume. Et puis, qui est capable de dire aux gens ce qu'il faut faire et d'aller au maximum de ce que les gens peuvent faire. Le parc du Sentier des Daims, c'est une relation entre la nature, les animaux, les hommes, ça reste tout le temps ça? Ouais, ça reste toujours ça, ouais. Ça reste toujours ça parce que l'homme, évidemment,
a toujours été passionné par le monde animal et puis s'en est beaucoup inspiré également. Bien sûr, il y a des animaux qui ont été massacrés parfois, comme les chouettes par exemple, qui étaient placardés sur les portes quand il y avait le malheur, quand la malheur s'abattait sur une maison. On disait que c'était la faute des chouettes. Mais il y a toujours eu cette relation très proche entre les animaux et puis les hommes et les animaux, bien sûr. Ouais. Saint-Hubert, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh ben, c'était Saint-Hubert, c'était par rapport à la chasse. À la chasse, mais c'était pas ça. Vous savez que il y a un lien très proche avec les cervidés et la religion. Notamment, ce sont toujours des cerfs, des cerfs-élaves. Je parle du cerf élave, qui est une espèce dans cette grande famille des cervidés. Le cerf élave, c'est le cerf qui vit chez nous en France. Hein. Ouais. Et il est apparu en France, donc en l'an 200, par exemple, à Saint-Eustache, à Placide, qui est devenu Saint-Eustache par la suite. Il est apparu en Belgique dans le triangle de Tongres, Maastricht et Liège, hein, où il y a la ville Saint-Hubert. Il est apparu donc ce cerf à Hubert en 683, qui est devenu par la suite Saint-Hubert. Donc au moment où la religion, c'est assez spectaculaire, mais au moment où la religion périclite, souvent un cerf apparaît à un homme. Ah bon? Et oui, et c'est toujours un cerf élave. Pourquoi le cerf? Parce que les cerfs, ce sont les animaux qui ont des bois qui tombent et qui repoussent tous les ans sur leur tête. Donc il y a les bois meurent tous les ans et ressuscitent tous les ans. La Renaissance. La Renaissance. Donc il y a un très proche entre la religion et ce cerf. Et puis ce sont toujours des 10 corps qui apparaissaient donc à Saint-Eustache par exemple, ou à Hubert, qui est devenu Saint-Hubert, en liaison bien sûr avec les 10 commandements. Nous autres, les humains, la religion nous a armés des 10 commandements pour aller dans le droit chemin et aller bien sûr ensuite au paradis. Et les cerfs avaient donc 10 corps sur leur tête, également pour que le mâle puisse défendre sa progéniture. D'accord. Mais et continuer son chemin. Hein, c'est beau. Vous avez construit une petite chapelle. Oui, alors on a construit cette chapelle justement parce qu'on était toujours dans la relation entre les cervidés et les hommes. Hein. Donc il y avait donc cette chapelle Saint-Hubert évidemment qui concrétise l'apparition qui a lieu dans les Ardennes belges. Ce sont des Belges qui sont venus nous voir, qui sont venus nous visiter et qui nous ont dit mais monsieur, vous savez que vous avez mis à un endroit un cerf et puis avec Saint-Hubert qui a vu l'apparition dans un endroit de votre parc, mais vous savez qu'il y a une chapelle qui a été construite. Oui. Et cette chapelle, je dis écoutez, oui, et puis vous savez que nous on habite juste à côté de Saint-Hubert, la ville donc en belge. Mais si vous voulez, on peut, au retour de chez nous, on prendra des photos, on vous les enverra. C'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont envoyé une montagne de photos. Et avec ces photos, on a rencontré un monsieur, Jean-Marie Morales, qui est nantais, qui est d'origine espagnole, compagnon du Tour de France, excellent tailleur de pierre, et qui nous a, avec lesquels ce monsieur, donc on lui a fourni bien sûr donc les photos, et ce monsieur nous a imaginé une chapelle proche de celle qui existe en Belgique, mais beaucoup plus simple, et que nous avons réalisée nous-mêmes. Elle est très belle. Hein. En 2002, très jolie chapelle. Avec la musique, les chants. Avec les chants, c'est très très beau, et puis avec les 3 scènes d'Hubert également. On va revenir au spectacle. Alors il y a eu les spectacles de Noël, mais après, évidemment, vous êtes lancé à plein avec les spectacles en intérieur, en extérieur, des nombreux animaux, des constructions, des décors, des costumes, de la musique et des belles histoires avec des voix en direct. Expliquez-nous un petit peu ça, là. Ah c'est une chaîne sans fin. On a commencé tout doucement, mais actuellement... Là, ça a amené du monde, c'était le déclic. Ça a été le déclic. Le spectacle, les spectacles. Ouais, c'est un tout. Après, bien sûr, il y a une alchimie entre, bien sûr, la nature, les animaux et autres. Et puis, bien sûr, ce côté rêve, ce côté spectacle, ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme spectacle ou qu'est-ce qu'il y a actuellement, là? Alors, on a pris une décision le 2 mai 2020, l'an dernier, en plein confinement. On s'est dit, donc on a fait une pause, évidemment on était fermé, et on s'est dit, on va essayer de construire actuellement des spectacles qui concernent le pays de Ré. Oui. Et on part des faits précis qui se sont passés dans notre région. Il y a un passé légendaire qui est assez important au niveau de notre région. Et puis on a quand même des faits aussi historiques qui sont partis de chez nous. Il y en a énormément. Et entre autres, on va construire un spectacle, le Trésor de Galerne. Oh. Qui va commencer normalement en avril, si bien sûr on a la chance d'être ouvert au mois d'avril, qui s'inspire donc de la Révolution,
Et à Frossay, il y a eu un chef de brigade, on va dire, un chef de clan qui s'appelait De la Catlinière, qui est né à quelques encablures de chez nous, hein, du parc, de Légendia Park. Et on raconte un petit peu la vie de ce monsieur, qui est né donc à 3 km à peu près du parc, et qui était le chef de division du Pays de Ray au moment de la Révolution, avec de Charette bien sûr et autres, mais lui il était le chef de cela. Donc à partir de ces faits précis, on construit un spectacle sur le trésor, trésor de Galerne. Très proche évidemment de... Ouais. Mais oui, alors c'est moitié légende, moitié réel. Alors on part de choses précises. Oui. Et Christophe, il imagine une histoire qui tourne autour de ça. Il y a quelque chose de magnifique, parce qu'il y a quand même des étapes, dans une vingtaine d'étapes, dans ce grand parc, au milieu des bois, au milieu des plaines. Il y a donc l'histoire d'un jeune berger, Gaby. Oui. C'est exceptionnel. On voit Gaby au départ du parc, et puis jusqu'au final. Oui, ça c'est important également, et on retrace toutes ces aventures. Gaby, c'est un jeune berger, hein, c'est un jeune berger donc qui est né donc en 1920. Gaby, c'est le nom de mon papa. On lui a donné également. Ah ouais. Voilà. Et le parc a été construit sur le terrain que possédait un berger, le dernier berger de la commune de Frossay. Ce terrain lui appartenait, on a eu la chance de pouvoir l'avoir, la récupérer. Et on a raconté la vie de ce jeune berger. Oui. Qui c'était un grand rêveur. Il est né pendant également la guerre 14-18 et il avait horreur de la guerre, bien sûr. Et il a imaginé tout un monde. Et il est parti sur un sentier. Sur ce sentier, il a vu un daim qui s'est métamorphosé et qui l'a entraîné sur ce sentier pour découvrir énormément d'aventures. Et ben, les visiteurs, ils craquent avec ça. Ça plaît beaucoup, oui. Came forth my heart.
that you loved me still the same, that you loved me still the same, that you loved me still. Un jour une vie sur Radio Fidélité avec un invité exceptionnel, le paysan aux légendes, Patrick Lefeuvre, Légendia Park. Patrick, alors il y a donc le parc, le Sentier des Daims, il y a à l'arrivée un guide, on embarque avec un petit train, vous nous expliquez un petit peu l'itinéraire de ce qu'on peut voir? Alors, on a embarqué avec un petit train quand il n'y avait pas le fameux virus. Actuellement, donc on part à pied, mais autrement, oui, bien sûr, on a un petit train, donc on emmène les gens, ou les gens vont à pied tranquillement dans un endroit précis, au cœur du parc. Hein. Et là, les gens vont déambuler. Il y a 4 kilomètres de sentier. Et découvrir donc toute cette légende de Gaby, cette histoire. Ouais. Hein. Et puis... il y a le parcours. C'est le parcours. C'est le parcours, justement. Il y en a un, il y en a plusieurs. Ah, il y a plusieurs parcours. Il y en a 2 qui peuvent en faire qu'un. Et puis on a un parcours un petit peu à part qui, lui, nous emmène vraiment au cœur de la forêt. C'est là où il y a donc les châteaux-loups. Il y a une très belle histoire également, une très belle légende sur Châteauloup. Et là, on y découvre les lynx, on y découvre les loups, bien sûr. On y découvre les ours également, 2 ours bruns. Et on y découvre 3 meutes de loups, donc les loups gris, les loups blancs et les loups noirs. Vous avez 400 animaux à peu près, plus? Il y a à peu près, oui, 500 animaux, ouais, pour une 32 hectares. Et des espèces différentes? Ouais, une 60aine d'espèces différentes à peu près. Ouais. Ah, quand même. Ouais. Et chaque année, il y a des espèces qui... On va en remettre d'autres. On a la capacité pour avoir d'autres animaux, de l'espace également pour mettre d'autres animaux. Mais on veut aller vraiment maintenant, je crois que l'avenir du parc, c'est vraiment plus la conservation et aller peut-être participer à l'élevage d'espèces en voie de disparition. Ouais. Alors, 2017, le Sentier des Daims, c'est fini. Alors, c'est fini ou ça continue sous une autre forme, sous un autre nom, parce que la forme reste la même. Mais on était confronté à... Là, on est vraiment dans la partie marketing, on va dire. Sentier des Daims était relativement réducteur, parce que les gens, quand ils venaient chez nous, ils nous disaient, mais à chaque fois, on est venu, mais on ne s'attendait pas à voir ce qu'on a vu. C'est vrai que le nom le disait, un Sentier des Daims. C'est ce que nous étions au départ, c'est ce que nous avions à proposer au départ. Mais après, il y a eu énormément de choses qui se sont rajoutées. On a eu plein d'autres espèces animales, et puis des spectacles qui n'existaient pas bien sûr au départ. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une idée, il faut qu'on change de nom pour que les gens puissent nous trouver plus facilement, ou disons être interpellés plus facilement. Donc, c'est pas un zoo, hein. C'est pas du tout un zoo. C'est pas du tout un zoo, c'est vraiment le parc animalier. Il y a pas de cage, des choses comme ça. La notion de zoo telle qu'elle existait à une époque n'existe plus, c'est plus du tout dans l'air du temps. Et d'ailleurs, le zoo pur maintenant n'existe plus. Tout le monde essaie de faire des espaces nature, et puis tous les parcs, tous ceux qui restent, tous ceux que je connais maintenant, c'est vraiment le bien-être animal. Vraiment le bien-être animal. Il y a même la ferme chez vous. Et il y a la ferme, il y a toujours la ferme. Moi, je travaille dans les bâtiments de la ferme. Il y a toujours un élevage également on a toujours notre élevage de daims qui existe également au niveau du parc. Et on en vend beaucoup pour mettre dans des propriétés privées. Et pour les ours, vous avez eu des misères? Ce qui est difficile, c'est la législation. C'est pas la législation, disons les réglementations qui sont relativement importantes en France, mais ça on le dit évidemment, le poids de l'administration. Oui, mais alors il faut quoi? C'est terrible. Il faut des autorisations, il faut plein de choses, et puis il y a plein de commissions. Il faut passer dans différentes commissions, commission nationale, commission départementale. Alors tout cela, ça demande du temps. Nous, évidemment, on savait qu'on allait recevoir nos animaux dans un futur très proche, et puis la personne qui les avait ne pouvait pas les garder, donc absolument on a joué un petit peu des coudes, on a réussi quand même avec l'accord de l'administration d'avoir nos animaux en heure et en temps. Combien de temps la procédure?
Pour avoir le droit d'avoir les animaux, pour faire toutes les démarches, j'ai mis 3 ans. Oh là là. Ouais, quand même, ouais. 3 années, c'est Quelle compliqué. patience et quel courage. Oui, parce qu'il faut être capacitaire, il faut faire des dossiers, les défendre devant une commission nationale qui donne un avis à la commission préfectorale. Et la commission préfectorale, après, rend son avis définitif en fonction de vos capacités à avoir les animaux et de votre capacité à les accueillir chez vous dans votre territoire. Ça vous amène beaucoup de monde, ces nouveautés. Les loups, les ours. Ouais, disons que pour nous, tout simplement, déjà, c'est quand même plus motivant d'innover, d'améliorer. Et puis, l'idée de concevoir des espaces où les animaux vont être bien, ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, on ne met que des animaux qui sont déjà en captivité. On n'a pas le droit, bien sûr, de prendre dans la nature pour mettre des animaux en parc, hein, on est bien d'accord. Donc, ça offre aussi la possibilité à les animaux qui sont nés dans un endroit où ils ne peuvent pas rester dans cet endroit, d'avoir un autre espace plus loin. Et puis, on essaie toujours d'optimiser les espaces. Donc, ça, évidemment, ça nous amène également du monde. Et puis, on a un rôle qui est quand même très important, c'est aussi l'éducation. Alors, il y a le côté conservation, on aimerait bien aller vers des espèces en voie de disparition, donc la protection. Nous, on en a un dans le parc, qui est le cerf du Père David. C'est un cerf qui a disparu du milieu naturel, qui vivait en Chine, qui a complètement disparu de son pays d'origine et qui est sur la planète grâce à l'empereur de Chine, qui avait fait un geste avant 1900 d'en offrir, on dit, une petite vingtaine en Angleterre, au duc d'Oxford. Donc, vous voyez, ce geste a permis à ces animaux de vivre encore sur la planète. Donc, on en a chez nous quelques-uns, il y en a très peu en France, quelques-uns en Belgique, quelques-uns en Angleterre, mais on participe quand même à la sauvegarde de ces espèces. Ça, c'est important. On m'a dit, c'est un parc où on se sent bien. Souvent, on me dit ça, oui. Ouais. Il y a pas mal de choses. Il y a d'abord l'accueil, la propreté, mais il y a surtout le silence. C'est très calme. Oui, on est au milieu de nulle part. C'est ça. On est entouré d'arbres, de forêts, et bien sûr, on y a quelques sentiers. Il n'y a pas de route. Oui. Il y a des sentiers. On entend un tracteur de temps en temps, au niveau des labours, au niveau des travaux. Mais c'est vraiment très, très, très calme. Et ce qui est de particulier, toutes vos constructions, c'est en bois. En fait, tout ce qui est nature, cailloux, pierre, on fait de la pierre, du bois, et puis des étangs, c'est tout à fait naturel. On a de la chance d'avoir des plans d'eau on est sur un sol extrêmement argileux, et donc l'eau reste dans ces fameux plans d'eau. Oui. Et les étangs se remplissent naturellement par l'eau de ruissellement l'hiver. D'accord. Et ça se tient. Et on peut passer la journée, là. Il faut passer la journée. Il faut passer la journée. Ouais. C'est un minimum. Parce qu'il y a le pique-nique, voilà, oui, on est comme chez soi. Alors, on autorise le pique-nique à l'intérieur du parc, et puis bien sûr, on a la restauration, il y a le restaurant, il y a un snack, il y a une taverne également, on s'y trouve bien, et on peut bien sûr passer la journée sans aucun problème. Nature. Les gens de Parc. Tranquille. Un jour, une vie sur Radio Fidélité avec le paysan aux légendes, Patrick Lefeuvre, Légendes Parc. Patrick, on va aborder quelque chose de plus intime. Il y a cette très belle histoire, une histoire vraie, pas une légende, avec un fils adopté et une fille adoptée, Pierre-Marie et Vinciane. Oui. Vous pouvez nous parler de tout ça? Vraiment, c'est magnifique. Des moments magiques, évidemment. Oui. Nous, on souhaitait avoir des enfants, on n'a pas pu en avoir naturellement, donc on s'est dit, on va se tourner vers l'adoption. Ça nous a pris là encore beaucoup de temps, il faut avoir énormément de persévérance et de patience. Combien de temps? 12 ans. 12 ans 12 ans. Bien sûr, on n'avait pas pris la décision d'adopter dès le départ. Mais ne voyant plus qu'il n'y avait que cette possibilité-là pour avoir des enfants, donc on s'est tourné vers l'adoption 9 ans après notre mariage. Oui. Et 3 ans là encore de démarche. Vous voyez, c'est une gestation qui est assez longue. Ah oui, il faut de la patience aussi. Oui, parce qu'il y a des autorisations, c'est assez lourd aussi administrativement. Il y a plein des enquêtes, des commissions, enfin il y a pas mal de choses. Et puis après, quand vous avez l'agrément pour adopter, c'est à peu près 9 mois pour avoir l'agrément. C'est ce qu'à l'époque c'était cela toujours. Et on nous disait, d'ailleurs, lorsqu'on faisait les démarches d'agrément, ça sera compliqué d'adopter en France.
Donc, si vous pouvez vous tourner vers des associations, vers l'étranger ou autres, n'hésitez pas, mettez toutes les chances à votre côté. Donc là, on avait fait des démarches auprès de la Colombie par une association. On a produit au Brésil, en Afrique également. Et puis, on a eu une chance, là aussi, la chance fait aussi partie de la vie, de pouvoir adopter au Brésil. Au Brésil. Les deux enfants. Et les deux enfants, ouais. Ouais. Au nord-est Et où, du à Brésil. quel endroit? Alors, c'est au nord-est du Brésil. C'est Oui. une grande ville. À l'époque, il y avait 2 millions d'habitants qui s'appelle Fortaleza. À peu près 1000 km de la Guyane française. Donc, on est carrément au nord-est, sur la côte atlantique. Hein. Oui, mais ils étaient en centre, ils étaient Alors, orphelinat. Vinciane, notre fille, elle est née en 92 et elle a été récupérée par un procureur de justice de Fortaleza. On ne sait pas trop comment. Et elle a été adoptée. Nous, on l'a eu elle avait 15 jours. Oui. C'est une chance extraordinaire. Souvent, les enfants, on les adopte un petit peu plus tard. Oui, c'est sûr. Mais là, il s'est passé des choses. En tous les cas, on nous a proposé cet enfant par l'intermédiaire d'un interprète qui était au Brésil, qu'on avait rencontré, qu'on avait bien sûr par courrier ou par téléphone. Oui. Et un jour, il nous appelle en décembre de 92 en disant écoutez, si vous voulez, on a quelqu'un pour vous, on a un enfant pour vous. Et nous, alors c'était une choix extraordinaire. Ouais, évidemment. Et on avait 6 jours pour prendre un avion. On a réussi à trouver un vol pour le Brésil très rapidement. On est allé en voiture au consulat du Brésil à Paris en pleine nuit en R5, je m'en souviens. C'est fou. Ben oui, parce qu'il fallait avoir ses papiers et les visas pour y aller. Et on avait donc une semaine et c'est compliqué. On n'a pas pu trouver un avion, on a été obligé de décaler de 2 jours. Ouais. Et on avait l'audience chez le juge qui était programmée, il ne fallait pas trop retarder. Et on a eu cette audience avec le juge début décembre 2092. Et Pierre-Marie. Et puis Pierre-Marie, lui, c'est une histoire aussi extraordinaire parce que lui... on est parti le jour de Noël en 95 pour le chercher. Il avait 9 mois et on nous a dit en début décembre également qu'il y avait un enfant pour nous, un garçon. Oui. Et ça a été extraordinaire. Donc on est allé le chercher, on est parti le jour de Noël. Et on l'a eu le 28. Alors ça, c'est le pire de tout. C'est le Brésil est un pays extraordinaire. Donc on avait cet enfant. On nous a dit si vous voulez, vous pouvez venir en décembre le chercher. Il est pour vous. Ou vous pouvez attendre février. Si vous ne pouvez pas à Noël, vous pouvez venir en février, parce qu'en janvier, ce sont les vacances au Brésil. C'est un beau cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël. Et puis, si on n'avait pas été au mois de décembre le chercher, eh bien, on n'aurait pas pu l'avoir. Parce qu'au Brésil, il y a des changements, comme ce sont les vacances, il y a des changements d'affectation. Et le juge de l'endroit où il est né, Marine Guapé, a changé au mois de janvier. Et le nouveau juge était contre l'adoption internationale. Donc, on n'aurait jamais pu l'avoir. Oups là. C'était à 2 jours près. Alors, les enfants, ils vivent donc en pleine campagne comme vous. Pierre-Marie a fait le lycée de Briassé, le lycée agricole également. Exactement. Donc, ils ont été baignés dans cette lumière de la nature. Il a fait également des voyages, beaucoup de voyages de découvertes. Pierre-Marie, avant de devenir directeur, puisque c'est lui maintenant qui est directeur du parc. C'est lui le responsable du parc, c'est lui le gérant, il est co-gérant avec mon gendre. Il est jeune, quel âge il a? 26 ans. 26 il ans. Va avoir 26 ans au mois de mars. Directeur du parc. Hein. Ah oui, mais c'est pareil, on ne l'a pas forcé du tout, parce que les enfants voyaient bien qu'on était relativement pris, hein. Il n'y a pas beaucoup de jours de repos, pas beaucoup de week-ends, pas beaucoup de vacances. Et puis, voyant que nous, on approchait de la retraite aussi, et un jour, il nous a posé la question en disant, mais si je ne reprends pas le parc, qu'est-ce que va devenir le parc? Vous n'allez pas lâcher quand même. Non, évidemment non. Il est bien sûr qu'on ne va pas le lâcher. Mais donc, on lui a dit, il n'y a pas de problème. Si le parc tu le veux, on te le laisse. Une très belle histoire. Oui.
jour une vie sur Radio Fidélité avec un invité exceptionnel, le paysan aux légendes Patrick Lefeuvre et ses enfants, dont son fils adoptif Pierre-Marie. Pierre-Marie, une belle histoire. Il a été donc au Brésil. Il a été adopté au Brésil. Et puis donc il est maintenant directeur de Legendia Park. Dites-moi, Patrick, il y a encore une belle histoire puisqu'il est reparti au Brésil, Pierre-Marie. Ah oui, il est reparti 2 fois. Et pourquoi? Mais lui, il avait toujours, peut-être plus que sa sœur, encore que maintenant Vinciane a changé aussi un petit peu d'avis. Il voulait retrouver ses origines. Ouais. Il avait ça en tête. Nous, on nous avait dit, quand on a adopté Vinciane, on pourrait peut-être retrouver la maman. Ça serait plus compliqué pour Pierre-Marie, parce qu'ils avaient lancé des appels au moment pour demander si la maman était pour l'adoption internationale. Et ils ont jamais retrouvé la maman. Donc, il nous avait dit que ça serait compliqué. Ouais. Mais lui, c'était toujours resté dans son esprit de retrouver ses origines et retrouver sa maman. Et il a fait un voyage il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Et puis, il est parti tout seul. Combien de jours? À l'aventure. Il est parti 1 mois. 1 mois. Et en 3 jours, il a retrouvé sa maman. Comment il a fait? Alors, on avait tous les documents, bien sûr, qui concernaient notre adoption, et qu'on leur laissait. Ils ont chacun leur album photo et tous les documents nécessaires et autres, tout ce qu'ils veulent. Et on avait toujours ce contact avec cet interprète brésilien, Marcos, qui est un ami extraordinaire, qui nous a sauvé la vie, on va dire. Et puis, il a rencontré, donc, il échangeait beaucoup par Internet avec Marcos. Et en allant là-bas, au Brésil, il a fait des démarches. Il est allé voir l'orphelinat, qui n'existe plus à l'endroit où ils étaient, parce que Pierre-Marie était dans un orphelinat où il y avait 200 enfants, à peu près. Ouais. Et donc, c'est une école maintenant, cet orphelinat, c'est une grande école. Donc, il est allé dans cet endroit, et ils ont retrouvé la personne qui archivait tous les documents, avec l'aide de la police également brésilienne. Donc, ils ont cherché dans ses archives, et dans ces archives, il est tombé sur son dossier. Et de fil en aiguille, donc très vite, il y a eu l'adresse de la maman, qui avait changé d'endroit, donc qui n'était plus la même adresse. Mais il a retrouvé très vite donc ses traces, on va dire, son lieu d'habitation. Et il l'a appelé, lui posant la question de savoir si sa maman a accepté de le rencontrer. Formidable. Et puis la maman, elle a hésité un petit peu et tout, puis ça a été une rencontre extraordinaire. Une rencontre extraordinaire. Quelle émotion. Ah bah oui, et il a rencontré sa maman 3 ou 4 jours avant de revenir sur la France, quoi. Donc, et maintenant, bien sûr, il apprend le portugais. Il est retourné l'année dernière, donc ça fait 1 an au Brésil, il y a 3 jours, donc au mois de janvier l'année dernière. Oui. Il était accueilli par sa maman. Et sa maman va venir chez vous? On aimerait bien. Alors, c'est pas évident parce que le voyage coûte cher. Oui. Hein, ce sont des gens de familles défavorisées malgré tout, hein, qui vivent dans des favelas, dans des endroits un petit peu retirés autour des grandes villes, de ces grandes villes de Fortaleza. Nous, on espère y aller. Et puis, il est allé l'an dernier avec sa sœur, et sa sœur a rencontré également la maman de Pierre-Marie. Et il est en contact toujours, bien sûr, avec sa maman. Et donc, ils sont embêtés actuellement un petit peu avec le Covid là-bas, chez eux, au Brésil, avec ce Covid brésilien. Donc, mais donc, ça se passe bien. Et puis, il a 2 sœurs. Il a retrouvé ses 2 sœurs. Aussi. Ouais. Donc, il se retrouve avec maintenant 2 mamans. Eh bien, une très belle histoire. Un papa, une sœur en France, et 2 sœurs au Brésil. Oh là là, formidable. Là, c'est extraordinaire. Patrick, votre fils adoptif, Pierre-Marie, dites-vous, mon père a tout fait lui-même. Il est très courageux. Je veux garder la même philosophie que mon père. Il est fier de vous. Moi, je suis fier de lui, en tout cas. C'est la plus belle chose qu'on a faite, c'est de pouvoir d'avoir ses enfants. Nous, on nous a toujours inculqué dans notre famille le respect. Hein, c'était des valeurs sûres pour vivre en société. Le courage également, le travail. Il faut gagner sa vie pour travailler. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Donc, le travail. Et ça, j'adore le boulot, je suis heureux quand je travaille. Vous lui avez passé les valeurs, hein.
Puis c'est une passion, ouais. On a transmis notre passion et qui lui va le transmettre à d'autres. Ah, c'est beau. C'est une vie de passion. Bel héritage. Un jour une vie sur Radio Fidélité avec Le Paysan aux légendes, Patrick Lefebvre. L'émission se termine bientôt. Dites-moi, Patrick, si vous aviez un message pour les jeunes, qu'est-ce que vous diriez ? Toujours y croire. Jamais rien lâcher. Toujours y croire. Toujours suivre ses rêves. Faut se battre, faut suivre ses idées, faut avoir des rêves, faut rêver, faut avoir des rêves plein la tête. Et puis si on a un rêve, faut essayer de le réaliser. Faut aller au bout faut faire des belles rencontres qui peuvent nous aider à réaliser ce rêve. Tout seul, on peut pas grand-chose. Ouais. Donc il faut savoir s'entourer de gens qui peuvent réaliser nos rêves. Parce qu'on a bien compris que finalement, votre parcours de vous, de votre épouse, de vos enfants, c'est aussi un parcours humain. C'est que de l'humain. D'amitié. Ouais, c'est la vie. De belles rencontres. Oui, c'est la vie, tout simplement. On fait des belles rencontres extraordinaires et c'est la base même de tout. Tout seul, on peut rien, je vous le dis. Donc, il faut créer un cercle autour de soi, d'amis, de gens proches, des gens en qui on a une confiance absolue. Il faut parfois être prudent. Hein. Faut savoir bien s'entourer, ça c'est extrêmement important. Mais la vie, c'est ça, c'est des choses simples, ce sont des rencontres. C'est de l'humain uniquement. Je vais être un petit peu, indiscret encore. Quel est votre pire souvenir dans votre vie ? On a fait des rencontres qui auraient pu nous coûter très cher sur le plan, je dirais, humain, pas financier, si on veut. Oui. Mais vous avez été trompé ? Trompé, oui. Trompé, et ça, il faut s'en rendre compte vite. C'est ça. Bon, il y a très peu eu de rencontres. Hein. Oui. Mais c'est pour ça, c'est très important. Quand on a une idée, il faut la suivre. Il faut être sûr de son idée, il faut être passionné. Quand on est passionné, après, il n'y a pas de souci. Et votre plus beau souvenir ? L'adoption de mes enfants. Ouais. Le plus beau souvenir, c'est ça. Puis j'ai un merci sans nom à ma mère qui vit toujours, bien sûr, et puis à mes frères et sœurs qui nous m'ont beaucoup aidés, mon père, bien sûr, que j'adorais. Vous avez des projets avec des nouvelles créations ? Oui. On a plein de nouvelles créations et on va en continuer. Il y a tout à faire. De spectacles, de quoi ? De spectacles, d'animaux, de nature, d'espace, d'enclos. Et puis on a des jeunes dans le parc qui travaillent. Il y a 16 personnes qui travaillent dans le parc et ils sont tous très jeunes. Hein. Ils ont tous entre 20 et 35 ans. C'est important, ça. Ouais. Il y a 16 plein temps actuellement. Tous passionnés et c'est de transmettre ces valeurs de passion, ces valeurs de travail et cette valeur de simplicité également. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font. Et il faut dire aussi que, pour ajouter, il y a des parcours pédagogiques, il y a des animations pédagogiques. Ça consiste en quoi, ça ? C'est ce que je vous ai dit. L'éducation est aussi importante dans notre métier. Hein. Donc il y a la conservation des animaux, des espèces, mais aussi l'éducation. Et c'est très important de transmettre son savoir. C'est ça la vie, c'est la base de la vie. C'est on transmet aux autres ce qu'on aime, notre passion, ce qu'on connaît. C'est ça qui fait que la société continue et dure. Et bien sûr, donc il y a Marie, on a une responsable pédagogique. Hein. Actuellement, c'est assez relativement hiérarchisé. On a des responsables de travaux, responsables pédagogiques, responsables de ci, de ça. Oui. Et on va essayer de transmettre donc aux enfants, aux classes, à tous ceux qui viennent. Donc, il y a des expériences avec les soigneurs. Voilà. On fait des expériences avec les soigneurs. Il y a l'Odyssée d'un jour et on peut faire des photos. Il y a énormément de choses qui tournent autour de ça. Ouais. Les gens d'Ia Park, Patrick, Marilène. Oui, Marilène, très importante. Et j'ai souvent l'habitude de dire par rapport à ma femme, c'est elle qui accueille les gens. Et la première chose, la plus importante quand on fait quelque chose, c'est l'accueil. Et moi, je le dis, je l'ai répété plusieurs fois, j'ai construit le parc Légendia Park, ou Sentier des Daims à l'époque, sur le sourire de ma femme. C'est beau. Sans ça, très très beau. Ça n'existerait pas. Belle phrase de fin. On va partir très très loin. On va partir au Brésil, en musique. On va chanter, on va danser. On part là-bas
au pays de la fête, des songes, des légendes, voilà, avec votre fils adoptif, votre fille adoptive. Allez, on va danser. Alors, un grand cadeau pour vous, Patrick Lefebvre, Légendia Park. On vous offre un très beau livre illustré, Les contes et légendes de nos provinces. Un très grand livre du magazine Sélection du Rederliest. Merci à vous. Merci beaucoup, merci mille fois Jean-Marie, merci. Ao lembrar de amor que